Bonjour à tous, chers auditrices. Je suis ravie de vous rejoindre, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures, le podcast Cœur de Lumière. Aujourd'hui, j'accueille Marjorie, qui vient nous parler d'un deuil dont on ne parle pas assez, qui est le deuil de sa propre santé, le deuil face à la maladie, celle des autres ou la nôtre, dont on peut aussi parler de deuil blanc. Voilà, on va explorer un petit peu cet aspect de la vie avec Marjorie. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Marjorie, comment tu vas aujourd'hui? Mais écoute, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée en tout cas. Ça me fait Trop bien. plaisir. Écoute, je suis très 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 contente de t'avoir ici. Je suis aussi très très reconnaissante. Vraiment, je suis contente. En plus, on teste une nouvelle plateforme aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu la découverte, je pense, pour toutes les deux à plusieurs niveaux. C'est ton premier podcast, je crois, que tu fais? Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, bienvenue dans cet univers merveilleux. Est-ce que du coup tu peux te présenter un petit peu pour que, bah, avec tes mots à toi, ce que tu as envie de partager ici et puis un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui? Euh, je m'appelle Marjorie, je suis thérapeute holistique depuis maintenant plusieurs années. Au départ, j'étais dans l'animation sociale, j'ai toujours été en tant que formatrice professionnelle, etc. Et j'accompagne les personnes, du moins j'essaie de pouvoir leur permettre de débloquer et trouver leur chemin de vie, en fait, et leur permettre de se sentir mieux avec leurs blessures, avec leurs blocages, avec leurs émotions. Et tout ça, ben, ça peut passer par des choses un petit peu comme des outils comme les oracles, le Reiki, euh, ça peut être des soins énergétiques. C'est suivant vraiment la personne en fait que j'ai en face et le parcours de la personne en fait. C'est vraiment individualisé et c'est ce qui me tient à cœur. Sinon, voilà, c'est pas le côté holistique en fait pour faire des guidances ou pour tirer. Voilà, c'est vraiment pour l'accompagner la personne pour qu'elle se sente de mieux en mieux. En tout cas, qu'elle trouve ses clés surtout. Voilà. Ok, très très bien. Et du coup, toi, tu as un rapport au deuil et à la mort qui est, je pense, un petit peu particulier. Est-ce que tu peux déjà un petit peu parler de aussi ton parcours? Je pense que c'est important que les gens sachent un petit peu de qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été quand même dans la spiritualité, entre guillemets, développement personnel, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui m'a Mhm. toujours accompagnée. Mais c'est vrai que dans mon métier, c'est un métier d'action, puisque c'est un métier de terrain, c'est un métier où là, on est dans la coordination d'équipe, avec les enfants. Enfin voilà. Donc en fait, moi, j'ai toujours été dans le côté on y va, on s'arrête pas, à pas trop écouter mon corps. Et après, j'ai été responsable de formation professionnelle et pareil, je suis très militante et j'écoutais pas trop les petits. Voilà, il y avait des petits signaux. J'ai eu des problèmes de santé déjà. La maladie était quand même déjà présente, mais à un stade bénin il y a une dizaine d'années, à 34 ans. Mais bon, mais tant que la machine, elle avançait, elle avançait. Jusqu'au jour où finalement, en fin de 2019, ben, j'ai pas eu le choix de commencer un traitement à cause d'un cancer, le myélome en fait, qui est un cancer de la moelle osseuse, et en fait, qui a donné aussi des dommages collatéraux dans la moelle épinière, et qui fait que maintenant, ça va faire 5 ans, donc je suis passée par des traitements, chimio, immunothérapie, et des changements physiques, forcément, mais puisque j'ai perdu mes cheveux, donc il a fallu, je pense que quand on parle de deuil blanc, c'est aussi ça, c'est vraiment
Il y a la perte de quelqu'un, bien évidemment, mais il y a aussi la perte de soi. Mais c'est pas vraiment une perte. Il faut le comprendre, mais on le comprend pas tout de suite. Avec tous ces traitements, avec tout ce que j'ai traversé, il a fallu que j'accepte que je ne conduise plus, que j'accepte l'aide des autres, que je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant, en fait, finalement. Et moi qui ai toujours été indépendante et autonome, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Finalement, ça prend tout son sens quand on le vit, parce que être indépendante, on peut l'être, même si on dépend des autres, et il a fallu que j'apprivoise tout ça. Et finalement, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qui s'est passé et je me suis toujours formée du coup pendant tout ce temps-là en fait. J'ai jamais arrêté puisque j'ai vraiment approfondi et profité de ces moments-là pour faire les fleurs de Bach, le magnétisme, les oracles, voilà. Et finalement, me dire, je vais me lancer et je vais me mettre à mon compte. Et ça fait 2 ans que je l'ai fait, malgré le fait que la maladie, en fait, c'est un cancer qui ne se guérit jamais et, et qui, là, peut-être, actuellement, est en train même de se réveiller. Ça ne fait pas trop pourquoi. Mais du coup, moi, je reste pas là-dessus. Il a fallu travailler ce côté-là et faire le deuil de la Marjorie, qui était rousse, on m'appelait cheveux de feu, très frisée. Donc mes cheveux ont changé parce que quand ça repoussait, voilà, ménopause forcée. En fait, on n'en parle pas assez, qu'on a ces dommages collatéraux qui sont du jour au lendemain à cause des traitements. On n'est plus fertile, mais du jour au lendemain. Alors que j'ai 47 ans et qu'à l'époque où ça a commencé, j'avais 42 ans, même pas. Et il faut faire le deuil de physiquement aussi, parce que du coup, comment je marche plus bien, j'ai un mollet qui est différent, mon corps qui est plus musclé comme avant, alors que j'ai toujours été sportive. Et accepter, des fois aussi, comme je l'ai fait, mais ça a mis du temps, de prendre un fauteuil roulant pour faire des choses que je ne faisais plus parce que je ne peux plus tenir la marche pour l'instant, euh, comme avant. Ok. Voilà. Et accepter aussi ce regard des autres. Bien sûr, bah oui, évidemment. Et on va justement en parler. Euh, donc juste rapidement pour revenir sur cette notion de deuil blanc, parce que on en parle si peu que la plupart des gens en général me demandent ce que c'est. Et donc le deuil blanc, en tout cas, est défini par le fait de devoir faire le deuil d'une personne sans qu'elle soit nécessairement décédée, c'est-à-dire le deuil de... alors, l'exemple qu'on prend en général pour exprimer le deuil blanc, c'est quelqu'un qui, soit par accident, soit par maladie, va complètement changer de personnalité, voire ne va plus pouvoir être dans la communication parce qu'il va perdre l'usage, par exemple, de la parole, etc., etc. Donc en fait, on a vraiment un changement à la fois de personnalité, mais aussi à la fois de quotidien, forcément, où la famille va devoir être plus présente potentiellement, on va avoir des besoins à mettre en place spécifiques pour justement cette nouvelle vie, cet nouvel accompagnement de vie. Et c'est un vrai deuil à faire. Que voilà, quand c'est son parent par exemple qui tombe malade, voilà, qui du coup va énormément changer. On fait face déjà à un premier deuil qui Oui. parfois, souvent en tout cas, accompagne, fait suite au deuil de la personne physique aussi. Et donc, effectivement, toi, tu expliques que dans ton parcours, tu as eu cette phase de deuil-là, donc c'est pas une enfin, tu l'exprimes bien quand tu dis c'est pas le deuil de soi, mais c'est le deuil, je pense, de sa vie et de plein d'aspects de sa vie. Tu disais que là, par exemple, en fait, cette maladie a fait que tu ne peux plus te déplacer, te mouvoir aussi bien qu'avant et enfin, comme tu veux. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça s'est déroulé déjà un petit peu pour toi ce changement et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi alors peut-être pas le bien vivre. Comment est-ce que tu as vécu ça en fait? Raconte-moi un petit peu ça déjà. En fait, en plus, ce qui est très compliqué, c'est que, comme pour toute maladie, moi, je suis un peu atypique parce que ce que j'ai, on est un petit pourcentage, on doit être 3-4% à voir avec le cancer, le myélome, ce qu'on appelle des myélites, qui sont des taches, des inflammations dans la moelle épinière. Et c'est ce qui fait que ça a fait des dommages collatéraux que j'ai un peu partout parce que je parle de ma jambe, j'ai ma jambe droite, mais j'ai aussi des sensations qui ont changé dans tout le corps.
Donc ça avait commencé déjà, mais en fait, la médecine, ils savent pas trop quoi faire, en fait. C'est qu'on se sent un peu démuni. Ils savent pas on est pris en charge pour le cancer, pour plein de choses, mais alors par contre, tout ce qui est neurologique, heureusement, tout ce qui est AVC, tout ce qui est, voilà, opération, on a des belles avancées. Mais ce côté-là est vraiment très méconnu. Donc en fait, il y avait ce côté un peu d'handicap invisible où en fait, c'est des sensations, c'est des ressentis. On voyait que je marchais pas bien, mais il y a pas vraiment de solution. Ben oui, c'est comme ça et beh, il faut faire de la kiné. Donc j'ai fait de la kiné, après, une autogreffe avec des choses assez lourdes, pendant Mhm. 1 an et demi et j'en ai fini, mais à pleurer et j'ai arrêté de moi-même parce qu'en fait, ça solutionnait pas. C'était pas juste un problème musculaire, en fait, je le Ouais. sentais et c'est grâce à une chiropractrice, je tiens à en parler parce qu'on n'en parle pas assez Mm. de ces, De ces praticiens, oui, tout à fait, ouais. ah oui, parce que vraiment, elle m'a sauvé la vie à l'heure actuelle puisqu'elle comprend mes mots. Elle met Mm. des mots sur mes mots. Mm. Voilà, et parce que, le côté neurologique, elle le comprend et elle m'explique ce qui se passe et par contre, on est reparti de zéro parce qu'en fait, la kiné m'a plus détruite et m'a accentué le mal Ah parce oui, que ça a écrasé encore plus mes nerfs, heu, ah oui, d'accord. que j'avais avant. Donc en fait, on est reparti de zéro depuis maintenant plus d'un an, depuis 18 mois et en Mhm. fait, on travaille vraiment le côté neurologique et en fait, il faut imaginer qu'en plus, il faut accepter que c'est plusieurs pierres qui sont imaginées sur un tuyau d'arrosage. On voit ce que ça fait, comment ça écrase. Ben, elle me dit: «Vous, Ah vous oui. aviez ça. Le problème, c'est que vous avez remusclé sur quelque chose qui était pas reconstruit, donc ce qui fait que Mm. ça a accentué». Donc là, on a enlevé les pierres, mais maintenant, il faut que tout se remette, voir ce et puis c'est très long, le neurologique. Donc il faut Ouais, c'est accepter ça. ça. Mm. C'est-à-dire, il faut être patient, mais c'est pas juste être patient, c'est que la problématique, c'est que tous les jours, même les choses, s'habiller, se laver, mettre une culotte, j'en pleure des fois parce que c'est impossible, parce que je peux plus lever ma jambe, parce que voilà, c'est être dépendant des autres, puis pouvoir faire les courses. Moi qui ai toujours, en plus, après un divorce, j'ai vraiment retrouvé cette indépendance où là, bon, voilà. J'ai Oui. accepté ça en fait parce que derrière j'y ai trouvé d'autres choses parce que justement mon compagnon ça a été un pilier, c'est un vrai accompagnant. Il n'y a pas eu ce regard de il m'a permis de me trouver toujours jolie dans toute cette transformation-là. Il a fallu que j'accepte un petit peu cette transformation physique et j'accepte surtout que ben la Marjorie d'avant, elle était toujours là, mais d'une autre manière, en fait, j'ai évolué, je me suis nourrie différemment et je regrette pas indirectement, c'est très bizarre, c'est que je souffre physiquement et je peux plus faire certaines choses, mais à côté de ça, ce que je mets en place, ce que je développe et ce que je suis, c'est vachement plus aligné qu'avant Mm. encore. J'étais déjà dans cet état d'esprit-là avec mes équipes et tout ça, mais à l'heure actuelle, je pense que j'en serais pas là si j'avais pas vécu cette expérience-là. Mais c'est très compliqué à expliquer à l'extérieur Bien parce que sûr. c'est quelque chose qui se voit pas forcément. Quand on le voit comme ça, on se dit pas. Quand on j'ai un petit exemple qui peut peut-être répondre encore plus à ta ça s'est passé la semaine dernière. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé les concerts. Ok. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Paris, Toulouse, je traçais, voilà, je suis une fan de Bruel, voilà. Et j'avais offert un concert à ma maman il y a 1 an pour son anniversaire. Et on devait y aller le 2 mai, là. Et en fait, c'est une grande salle, c'est l'Arena, c'est la de chez nous, près de Mm. Bordeaux. Et je l'avais jamais refait. J'ai refait des petits concerts, mais ça me demande une énergie, c'est Bah oui. horrible. Parce Mm. que j'ai des dommages aussi collatéraux intestinaux. Enfin, il y a plein de choses qui ont bougé à Ah cause oui. de tout ce que j'ai vécu, en fait. Ouais. Plus la marche, plus. Donc, je peux plus partir en me disant, ouais, c'est cool, j'y vais tranquille. Ouais. Et plus le temps passait, j'en dormais pas. Le jour arrivé et finalement, j'y suis pas allée. Et Ok. j'ai appelé ma mère qui a compris, en fait. Et puis moi, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est la Marjorie d'avant. Ça, c'est, oui, j'ai vécu ça, c'est hyper bien. Je l'ai vécu à fond parce que j'ai toujours aimé ça. Si je peux le refaire, je le referai. Mais à l'heure actuelle, je ne prends plus de plaisir. Je n'ai pas besoin d'user mon énergie Mm. dans ce genre de choses parce que à l'heure actuelle, la Marjorie de maintenant, n'a plus besoin de ça en fait, mais doit se nourrir différemment. Je dois pas perdre mon énergie dans ces choses-là qui pour l'instant ne m'apportent plus rien en fait.
Et Oui, c'est ça. Ça te demande effectivement trop de stress, trop de questionnements aussi est-ce que je vais avoir accès assez rapidement à des toilettes qui vont être adaptées aussi à ma situation? Est-ce que je vais pouvoir les utiliser correctement? Est-ce que je vais pouvoir être bien placée et que ce soit confortable, que je ne gêne pas les autres, etc. Effectivement, je pense que le handicap invisible dont tu parles, il est vraiment très très important. Parce que, bah, encore une fois, comme il est invisible, ben, on n'en parle jamais. On comprend pas quelle forme ça peut prendre non plus, et à quelle difficulté ça peut amener voilà, les personnes qui, ben, d'apparence, effectivement, paraissent très bien, mais qui ont des pathologies qui peuvent bah, se déclencher un peu du jour au lendemain. Il y a des jours où voilà, ils vont pouvoir marcher, d'autres pas du tout, etc., etc., et qui effectivement sont dans une situation où la charge mentale, finalement, elle est très très importante pour des choses pour des personnes qui sont valides, voilà, qui sont valides, ne s'imaginent même pas du coup. ouais, complètement en fait. C'est des choses anodines du quotidien qui sont d'une lourdeur. Déjà, de se dire que moi j'ai un fils, de pas pouvoir aller au lycée ou se dire, tiens, il est à côté, il a 10 minutes, pas s'il y a besoin d'aller le chercher, je peux pas le faire, faire mes courses, dépendre. Il a fallu trouver d'autres choses pour déjà se déculpabiliser parce qu'on s'en veut. Mm. On se dit pas fort, et alors que c'est pas du tout vrai, en fait. Moi, j'ai réalisé, et je pense que c'est aussi, j'étais là-dedans, mais le métier aussi a fait que, pour moi, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui ose mettre le genou à terre et dire, en fait, j'ai besoin d'aide. Et je pense qu'avant, j'étais pas là-dedans parce que je me disais, je vais me débrouiller par moi-même. Mm. Et en fait, moi, je pense que la force, c'est vraiment savoir dire aux autres, j'ai besoin d'aide, ou savoir se dire, stop, en fait. Dire, ah non, en Ça, fait, là, moi, c'est mes limites, je c'est me, mes je nouvelles me limites. respecte pas. Oui. Oui, oui, Et c'est je ça. Et reste. puis, oui, cette situation est potentiellement dangereuse et potentiellement inconfortable pour moi. Et oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment très, très important. Et ça me fait me poser plein de questions aussi parce que, alors tu disais que c'est ton conjoint qui t'a aussi beaucoup aidé dans l'évolution et dans l'acceptation aussi de cette nouvelle situation pour toi. Tu l'as rencontré à quel moment de ta maladie? Alors, ce qui est très drôle, en fait, et je trouve ça hyper important, je pense, de le dire. Oui. Et je pense que, comme moi, j'avais envie de faire le podcast, je pense que j'en parlerai parce que je veux l'interviewer. En fait, en fait, c'est hyper drôle parce qu'on a 17 ans de différence. Il est plus jeune que moi. Donc, en fait, sur le papier, tu te dis, ouais, il est plus jeune, il comprend pas les choses de la même manière, dans les grandes lignes. Et Ouais. en fait, mon ex-mari avait 10 ans de plus que moi, en fait. Et là, je me retrouve, en fait, je le connaissais parce que j'étais sa formatrice, j'ai été sa coordinatrice, sa directrice, mais il n'y avait pas d'enjeu, c'était vraiment mon animateur. Et pour moi, en plus, dans ma tête, c'était impossible d'être avec un de cette équipe parce qu'ils sont trop jeunes, etc. Mais il a toujours une empathie, il a toujours eu. Et un jour, ça nous est tombé vraiment dans les années, depuis tant qu'on se connaissait, ça a été comme une évidence. Et donc, il est arrivé à un moment donné où en fait la maladie, elle était plus ou moins déjà là, mais pas du tout, elle était à un stade bénin. Ok. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, c'était à 2 ans avant, en fait, que Ah la oui, ok. maladie, voilà. Oui, donc Et il en a fait, vraiment vécu cette évolution-là il t'a connu avant, il t'a connu aussi même longtemps avant, parce que du oui, coup, il a quand même vu oui. un petit peu qui t'étais Ah oui, avant, voilà, c'est la femme qui va dans c'est les pour ça que c'est concerts, lui qui qui m'a appelé s'amuse. C'est lui qui Oui, m'a appelé Marjo du Feu. En voilà. fait, c'était vraiment quelque chose parce que j'avais un caractère où c'est moi qui fédérais. En fait, j'étais déjà dans ce côté-là, l'équipe, le travail d'équipe, l'individuel dans le collectif. J'avais déjà cet esprit-là Mm. de qui se sentent bien personnellement et professionnellement, qui se trouvent. J'ai toujours été là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un rapport différent entre nous. Mais lui, il a vécu vraiment ce côté. euh, Et là, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas une question d'âge, quoi, Oui. en fait. Il y a Mm. vraiment ben, on vit les choses ensemble. C'est lui qui m'a rasé les cheveux, en fait, à l'hôpital, qui est venu exprès, qui m'a... Et j'aurais pas été avec lui, ça aurait été plus compliqué avec mon ex-mari, qui pourtant était plus âgé. Ça aurait été même très compliqué en termes d'image. Parce Ouais. que lui, plus ça allait, plus, même si physiquement, il a vécu des choses, même moi, j'ai vécu des choses qui pourraient être
qu'on pourrait mal vivre en fait, parce que c'est dégradant. Et Oui, beh, voilà, lui, c'est il y a ça. toujours l'amour en fait et il y a toujours eu cet amour-là de me trouver jolie, c'est hyper important de se sentir, c'est pas juste supporter, c'est sentir, beh, que dans le regard de l'autre, il y a toujours l'amour et que tu es toujours aussi jolie en fait, même si tu changes. C'est ça. Et en fait, au fond de ce qui est important, c'est ce que tu as dans les yeux. Et c'est ce que maintenant aussi dans les accompagnements je mets en place parce que c'est se regarder vraiment au fond des yeux. C'est pas juste physiquement, mais c'est aussi notre société qui nous renvoie ça. Le regard des autres. Mmh. C'est Exactement. moi, j'avais ce côté où ça me touchait trop en fait. Maintenant, en fait, le fait d'être en fauteuil roulant, ça me fait presque rire parce que tu vois la peur des autres de te regarder quand vraiment là, tu sur un fauteuil roulant, tu vois, là, tu marques que tu as un handicap. Oui, Quand j'ai ouais. ma béquille, en fait, limite, on te regarde pas trop, quoi. Oui, c'est Et ça. C'est ça, il y a une vraie différence et il y a une vraie hiérarchisation presque du handicap. Et dans le couple, c'est même d'autant plus intéressant, ce côté bah en fait, il a vécu le fameux deuil blanc dont on parlait au début, finalement, je pense, hein, d'une certaine manière. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et puis peut-être raconter un petit peu comment lui, il l'a vécu, parce que ça a pas dû être simple non plus de son côté, malgré tout. Mais c'est vrai que cette, le fait d'accueillir et d'avoir à subir la maladie de l'un dans le couple, c'est un sujet à part entière qui, du coup, a pas forcément sa place sur Cœur de Lumière, où on va essayer de se focus sur l'aspect deuil et sur l'aspect voilà, de ça dans notre vie. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important et qui doit être accompagné, à mon sens, à part entière. Et du coup, ton conjoint, il a vécu comment ce changement-là, à ton avis? en fait, sincèrement, il y avait pas de jugement. Je suis assez surprise. C'est pour ça que je dis, il y a pas c'est vraiment ça m'a montré qu'il y a pas une question d'âge, là. C'est vraiment une question d'amour, et comment dire? Il m'a montré comment, en fait, il y a des personnes qui s'aiment eux-mêmes avant aimer l'autre, en fait. Et je pense que lui, c'est vraiment, l'amour qu'il me porte est plus fort que ce qui il pense à mon bonheur avant le sien et c'est vraiment un équilibre, en fait. Et en fait, oui, bien sûr il m'a connue, avec, en plus j'avais du henné roux, j'étais très Mm. frisée, mais en même temps, pour lui, dans ce que j'étais, dans mon regard, il y avait toujours Marjo. Et puis le principal, c'est qu'on pouvait changer. Malgré tout, j'ai été là pour lui parce qu'il a repris des études pour faire ludothécaire. Donc c'est moi qui. Malgré tout, il y avait cet échange de Ouais. communication. Marjo est toujours là. Il y a des difficultés, mais dans l'autre sens, j'ai quand même été là d'une autre manière. Et je pense que ça m'a amené aussi à communiquer différemment aussi avec la personne. Et en fait, ben, les moments durs, je pense que c'est la communication, mais il a pas. Bien sûr, ça a fait bizarre physiquement de voir que je pouvais plus faire certaines choses, en fait. Je pense Ouais. que c'est surtout ça le deuil, c'est se dire, on peut pas se dire, tiens, on part en week-end comme ça, c'est Voilà. nickel, C'est comme on faisait c'est ça. avant. Mais en même temps, et c'est l'évolution qu'on a vécue tous les deux. Lui aussi a changé physiquement. C'est une acceptation, je pense, de l'un et de l'autre. Et pour moi, c'est ça le vrai amour. Mm. C'est même en amour ou en amitié, hein, c'est accepter l'autre. C'est pas juste des mots, quoi. Oui, Je c'est ça. pense Et puis c'est que c'est accepter l'autre dans ses bons moments, mais aussi surtout dans les pires, quoi. Et de pouvoir accompagner l'autre, peu importe ce qu'il traverse, que ce soit des oui, choses assez violentes psychologiquement, parce qu'on peut tomber malade psychologiquement, mais aussi physiquement, oui, et du coup, effectivement, d'avoir besoin des autres pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu as vécu là, parce qu'il y a énormément, alors ça c'est un chiffre qui est malheureux, mais qui existe, quand les femmes tombent malades. Elles ont je ne sais plus combien de pourcents de chances de plus d'être quittées ou trompées par leur oui, conjoint. Et le pourcentage est extrêmement faible si c'est l'homme qui tombe malade. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, bon, qui dit beaucoup de choses de notre société, je pense, hein, quand même. Et de nous, de façon un petit peu plus individuelle aussi.
Mais c'est vraiment dommage, alors que c'est aussi dans les épreuves finalement que le couple se renforce, que les choses elles se font et que c'est vraiment intéressant. Et du coup, pour revenir un petit peu sur cet aspect un petit peu plus deuil, est-ce que ton conjoint a eu peur que tu ne puisses pas guérir et que tu ne puisses pas, que tu décèdes en fait, tout simplement? Euh, je pense que bien sûr qu'il a eu peur. Euh, Il a on peut-être a encore peur discuté. du coup, comme c'est une maladie qui peut Non, revenir, non? non, parce que c'est très bizarre parce qu'après moi j'ai un tempérament où, euh, où j'ai mis en place des choses qui fait que je suis partie oui, en mode combat guerrière, mais Ouais, j'étais assez sereine et lui aussi. ok. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, il y avait, bien sûr qu'il y a des craintes et tout, mais même quand je suis partie, il y a eu plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a eu des traitements et un autogreffe, on reste quand même. Normalement, c'est 21 jours. Moi, j'étais rentrée, je dis, je resterai 15 jours. Et je suis restée 15 jours. Et avec pas tout ce qu'on m'avait prédit. Et donc, c'est une force de caractère, mais dans le sens, elle m'aura pas. Comment dire? Il a vu comment j'étais au niveau des traitements, en fait, Mm. et comment je les prenais, et que je prenais les choses avec le sourire, et j'essayais d'être lumineuse. Ce qui m'a beaucoup porté, c'est aussi, je pense, cet entourage-là, lui, et aussi l'équipe médicale, en fait, Mm. qui m'a aussi, le fait d'être lumineuse comme ça, pour moi, c'est court, mais sourire, en fait, ça apporte tellement de choses, en fait, dans tous les sens du terme. Ça m'a aidé en fait à dépasser tout ça et puis le voir ce côté-là, il n'y a jamais eu en fait de peur réellement. En fait, au fond de lui, je pense qu'il y a un côté très instinctif où il sentait que, tu vois, par exemple, à la suite de ce qui m'est arrivé, 6 mois après, son père en fait a fait une rechute d'un cancer et lui, en 6 mois, il est parti. Ah oui, Là, ah oui, par contre, donc oui, ça a dû réveiller on quelque peur quand même. parlait de deuil, on a enchaîné, Oui. mais là, par contre, il sentait pour son père Ah oui. qu'il n'allait pas s'en sortir. Et, euh, et on voyait même physiquement. Tu vois, physiquement, il y a tout de suite, il a beaucoup maigri, enfin, il a Mm. fini, on le reconnaissait pas. Alors que moi, c'est vraiment, Tu te laisses pas c'est je mets en abattre, place. quoi. Ouais, ouais. Mm. Ouais, et puis je pense que sincèrement, le fait de mettre en place, c'est pas qu'on est plus fort, ça n'a rien à voir avec ça, mais je pense sincèrement qu'en termes d'hygiène de vie, de fait d'être encore plus à l'écoute de soi, de comprendre pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la vie nous a bloqués comme ça, je pense que ça amène à mettre en place des choses différentes dans ta vie. Et lui aussi, en fait, il a suivi ce move, en fait, qui lui a permis, lui aussi, de mettre en place d'autres choses. En fait, on a avancé vraiment ensemble. Bien sûr qu'il y a toujours cette peur de perdre l'autre, mais c'était pas quelque chose de viscéral chez lui. Oui, En ok, fait, et c'est pas. ça vous a pas, ça vous a pas fait réfléchir sur, ben, peut-être, quand même, si jamais, pas ça dégénère, parce que je pense que, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais est-ce que vous avez eu finalement des conversations où vous vous êtes dit, ben, si ça se passe mal, si etc. Est-ce que tu vois, est-ce que vous avez préparé aussi un peu peut-être voilà, est-ce que vous arrivez aussi à parler de ces sujets-là, même si lui, hein, parce que ça pourrait très bien arriver à l'autre, de finalement préparer le au cas où il se passe quelque chose, quoi. Non, on n'a jamais. Je pense qu'il y a une confiance. Je sais pas comment expliquer, mais non, c'est quelque chose que c'est pas du déni, hein, c'est Ouais, ouais. vraiment. Euh, Vous y pensez même pas. Vous avez pas forcément. Si, si, bien sûr qu'on a, mais surtout que comme il a perdu son papa, là, je pense que la Ouais. mort fait partie surtout d'une maladie qui a récidivé aussi. Donc, il est parti à 56 ans, son père. Donc, forcément, ça a bougé beaucoup de choses, notamment dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui était peut-être dans l'éducation, beaucoup plus dans le prévoir, Oui. peur de manquer. Et je pense que là, il arrive à être plus dans l'instant présent maintenant. Je pense qu'on est plus là-dedans. Même mon fils, en fait, il a jamais eu cette peur de perdre sa mère. Ok. Tu vois, il n'y a jamais eu cette ambiance-là parce que on a toujours communiqué. Et puis, il y a une confiance, et c'est pas du déni, vraiment, parce que moi, je me suis posé la question. Parce que bien sûr, des fois, on se dit, oh, on n'y pense pas, mais c'est du déni parce qu'on veut pas Non. J'ai jamais, autant quand j'ai appris la maladie à 34 ans
même si c'était un stade bénin, vu que moi c'était assez atypique, ils Mm. avaient jamais trop vu ce que j'ai, en fait, voilà. Là, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai dit je veux pas perdre. Surtout, j'ai pas envie de perdre, enfin, de plus voir mon fils, de pas le voir grandir. Il y a eu ce côté-là où vraiment, et je pense que mon ex-mari m'amenait pas cet équilibre. En fait, c'est là Mm. où il y a la différence, c'est que il me rassurait pas en fait dans le sens que maintenant je suis assez sereine malgré tout. C'est assez bizarre. J'ai l'anxiété parce que je suis tous les mois. Bah, c'est ça. Tu sais que Oui. c'est une maladie qui revient. Tu sais pas pourquoi. Donc, être traité toute sa vie. Et puis, est-ce que je vais remarcher? Faut dire ce qui est, hein. Mais à côté de ça, grâce à tout ce que je mets en place grâce au métier de ce que je développe, et puis, je suis suivie, moi aussi, par des thérapeutes, hein. Faut aussi, je crois que c'est important de dire qu'il faut être accompagné Ah par oui, son oui. entourage, mais aussi par d'autres personnes. Et aller voir des psys s'il faut. La médecine, je la mets pas de côté non plus. Heureusement qu'ils sont là, même s'ils sont pas pédagogues. Mais ah non, mais vraiment, hein, je pense qu'il faut être solide, hein. Je pense que Ouais. je comprends ceux qui passent au suicide, par exemple. Quand ils m'ont dit on commence le traitement, ça a été très violent. Ça a été Bah très oui. violent. Euh, je me souviens, l'infirmier qui était là, il avait dit, il a voulu sortir de la pièce, il s'est excusé, il en avait parlé à tout le service, et puis parce qu'il était trop mal, et c'était le professeur, mais je pense quelqu'un de bienveillant que je connaissais bien, hein, pourtant, mais qui a dit, mais bon, il n'y a pas de surprise, vous êtes au courant, de toute façon, vous savez bien que ça allait arriver. Et là, waouh! Qu'est-ce qu'on Euh, vous dise en fait? C'est ça. Oui, enfin voilà, vous me dites que demain, moi je me traite aux plantes depuis des années, je prends plus de médicaments, que demain je commence chimio caché à gogo Bah et oui, du coup, effectivement. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est un sujet. On pourrait faire des épisodes, je pense, de podcasts ah oui, j'en ai un, je pense qu'on en complet a plein. effectivement alors le rapport à la médecine qui est quand même très en souffrance, en tout cas dans notre pays qui est la France. Il y a des Européens qui nous écoutent, voilà, le système de santé ne va pas bien. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de déshumanisation et un manque de tact, mais juste monumental en fait, de ben, comment on annonce un truc horrible et terrible comme ça à un patient, qui du coup peut amener à être à la fois très traumatisant, déjà d'une part, mais en plus mettre en péril la guérison même et le traitement de base en fait du patient, dans le sens où ben, le patient il se prend une gifle psychologique monumentale dans la tronche parce que bah, justement c'est ce que tu racontes, ils vont passer d'un état, enfin d'une vie et d'un quotidien entre guillemets normal, même s'ils ont bah, voilà, des symptômes un peu problématiques, etc. Mais à une vie de traitement, de surmédicalisation, etc., etc. En plus, la chimio, c'est jamais un traitement qui est anodin, qui a énormément d'effets secondaires et qui est très très violent aussi pour le corps. Si t'es pas dans de bonnes dispositions, et c'est aussi un petit peu ce que tu expliques, c'est que si t'es pas dans des bonnes dispositions psychologiques pour recevoir ce traitement-là, ben je pense à mon avis que c'est assez compliqué de... Enfin, on se tire une balle dans le pied, quoi. Ouais. C'est terrible. Mais après, c'est vrai que de par mon métier où j'étais responsable de formation et que j'étais toujours en animation sociale, j'ai osé dire, par contre, si vous voulez que je vous apprenne un peu la pédagogie, ça pourrait vous faire du bien. Bah oui. J'ai osé le dire dans le sens où, franchement, moi, j'ai rebondi assez vite parce que c'est mon caractère, mais n'empêche que dans la chambre où j'étais, tu pouvais plus ouvrir les fenêtres parce qu'il y avait trop de suicides, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a en fait, le problème, c'est que je veux pas non plus leur taper sur la tête parce que ils sont tellement à voir des choses horribles, mais du coup, ça les déshumanise, en fait. Ça, des fois, ça, même là, je suis suivie par un autre hôpital qui sont les grands pontes du cancer Mhm, que j'ai. mhm. Euh, mais il y a un côté où ils te disent les choses. Bon, ben là, je pense que c'est en train de revenir. Dans 6 mois, un an, vous recommencez un traitement. Waouh, mais vous me dites quoi là, les gars, en fait? Et je me dis, moi, heureusement, je suis entourée, heureusement Oui, que intellectuellement, je comprends aussi que je me suis toujours intéressée, je comprenais la maladie. Pour ceux qui sont seuls et qui ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, mais c'est catastrophique, bah c'est c'est ça. catastrophique. Et du coup, ça ramène aussi à
accepter, ça fait partie du deuil aussi, parce que quand tu es dans ces états-là, faut accepter aussi de changer. Bon, on le voit pas, mais j'ai une boîte, une chambre implantable. Oui, Ça te change physiquement c'est aussi. ça. C'est que quand tu fais ça tous les jours, ça te rappelle la maladie, ça te rappelle. Voilà, il y a tous ces changements-là, et je me dis, c'est là où l'accompagnement et l'entourage. Alors, faut être clair, hein, ça fait partir beaucoup de gens aussi, hein. Oui, oui, alors Euh, ça énormément, ça c'est fait le tri c'est et un ça deuil, c'est c'est un deuil physique, mais c'est un deuil de ce que tu étais avant avec les personnes aussi, en c'est fait. ça. C'est ce que ma maman a vécu aussi et ça a été extrêmement violent pour elle et je pense que ça a énormément aussi joué sur la façon dont elle a vécu à la fois son traitement et à la fois la fin de sa vie parce que bah voilà, elle en a pas réchappé hélas. Où effectivement il y a eu une période qui a été en tout cas, alors je sais plus exactement où la situer, si c'était vraiment au tout début ou si c'était un peu étalé, mais il y a eu vraiment plusieurs fois en quelques mois où j'ai un peu récupéré ma mère en pleurs parce que elle s'était pris des réflexions de la part de ses copines. Je suis désolée de mettre des guillemets, mais quand on se prend des réflexions comme ça de la part de ses copines, on peut plus les appeler des copines vraiment. Et de plein d'autres personnes qui, du jour au lendemain, ont refusé d'avoir ma mère au téléphone, de ceci, de cela, a priori, sous prétexte elle était malade et qu'elle était un peu diminuée. Ben, voilà, hein, quand tu prends de la chimio dans la tronche pendant 15 jours, t'es pas bien, c'est normal, mais ça, c'est extrêmement violent, et effectivement, quand tu es face à la maladie, tu dois aussi faire ce deuil social, parce qu'effectivement, il y a un nombre de personnes qui deviennent violentes face à la maladie, face à cette incompréhension, et je pense aussi à cette peur, mine de rien, de cette, alors à la fois de la maladie, mais je pense aussi quelque part de la peur de la mort, finalement, de l'autre personne. Ouais. Est-ce que c'est pour se protéger, pour éviter de souffrir, de perdre la personne ou quoi? Vraiment, j'en ai aucune idée d'un point de vue social, mais pour les personnes malades, c'est ultra violent, quoi. Je pense que c'est des émotions miroirs, en fait. C'est la peur. Tu fais d'un coup, tu changes un peu le cadre dans lequel je sais pas si on peut dire cadre, mais le fonctionnement, en fait, d'un groupe et de personnes. Et du coup, tu sais, je l'ai vécu à plusieurs niveaux. Alors, ma mère l'a vécu quand, par le chômage. Ok, Ça fait les mêmes effets. Le divorce, c'est comme si tu avais une maladie contagieuse, hein. Vraiment. ok. Je te jure. Ah ouais? Parce que tout de suite, oui, parce que même mes propres amis, en fait, qui étaient mes amis avant tout, mais qui connaissaient aussi mon ex-mari, m'ont mis de côté pendant 6 mois, en fait, par plein de choses, en fait. Mais parce que, du coup, j'ai changé l'équilibre, en fait, du groupe. C'est que là, on se voyait en groupe, en couple, et d'un coup, je déstabilise. Et puis, il y avait cette, voilà. Et donc, quant à la maladie, t'as les personnes qui sont là, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle. Parce que qu'est-ce que tu veux raconter? Et puis moi, j'arrive à un stade où je vais pas raconter tout le temps que ah ben, ça fait 5 ans que ça a commencé, tu marches toujours pas. Il y a ceux qui te disent faut mettre un coup de pied au derrière, peut-être pour te bouger. Ah mais tu vas pas voir les bonnes personnes. Et non mais tu vois par contre la belle chose quand même c'est que j'ai élevé la fille de mon ex-mari qui a maintenant 26 ans que j'accompagne et qui a un handicap invisible, Margot. Elle est des fois obligée de sortir sa carte pour justifier, parce Oui. qu'elle est hémiplégique, mais ça se voit pas Mm. forcément. Elle est obligée de sortir sa carte. Euh, Et puis voilà, il y a ce côté quand même dans l'entourage. Moi, il y a des amis, en fait. Alors, moi, je suis pas fâchée, j'ai accepté, et je pense que c'est parce que j'ai pris la distance et que j'ai pas d'amertume. Il y a des personnes que je vois plus, et tu sens qu'ils sont malheureux parce qu'ils aimeraient me voir, mais en même temps, c'est la Marjo d'avant qu'ils ont connue, et puis il y a du temps qui a passé. Donc, la porte, elle est ouverte. S'ils viennent, ils viendront, et ce sera avec grand plaisir. Mais je pense que j'ai plus besoin de. Ça a changé aussi tout ce que j'ai mis en place. Les personnes, t'as plus besoin des mêmes personnes autour de toi. Et je suis pas sûre, en plus de ça, qu'ils m'apporteraient autant qu'avant, puisque c'était avec la Marjo d'avant. Oui.
Tu Ouais, vois je ce vois que ce je que veux tu dire? veux C'est dire. quand Oui, on oui, oui. dit Oui, peut-être que finalement, c'est une espèce de peur de voir changer la personne et de pas, à la fois de pas le oui, supporter, puis à la fois d'être complètement perdu. Parce que c'est vrai que dans tout deuil qu'on peut vivre, bah, il y a ce changement radical de vie qui rentre en compte, qui est intrinsèque au deuil et qui peut effectivement faire extrêmement peur et beaucoup perturber. Est-ce que c'est une forme de refus de faire son deuil? Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que on a vraiment du mal à accepter que les autres changent, que ce soit en bien ou en mal, oui, que ce soit à cause d'une maladie ou d'un accident, que ce soit des choix de la part des personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui font des choix, qui partent vivre à l'autre bout du monde, ou qui changent le métier, et c'est des changements qui sont pas ou mal acceptés par leur entourage. Bah, pourquoi en fait laisser enfin, voilà, il y a tout un truc qui est assez étrange de dire, mais en fait on a tous le droit au changement, on a tous le droit de vivre son deuil, et c'est pas pour cette raison-là a priori, enfin, je pense que on est obligé déjà d'être violents les uns envers les autres et de plus, enfin, ouais, de couper les ponts. Alors après, évidemment, il y a une notion aussi euh, de relation. Toutes les relations et même globalement tout ce qui commence a une fin. C'est le principe de la vie et de la mort, de façon très générale. Donc, mais enfin, il y a une. Je sais pas trop comment l'expliquer. Par rapport aux relations, de se dire, mais en fait, c'est quoi. Pourquoi, en fait, moi, je pense que c'est ça que finalement que je ne comprends pas, c'est pourquoi couper les ponts parce que quelqu'un change ou est obligé de changer. c'est alors je sais pas, je pense qu'il y a aussi ce côté où les personnes aiment ce que tu représentes. Et finalement, les personnes n'aiment pas forcément la personne que tu es à l'intérieur de toi. C'est pour ça que mon compagnon, il m'aime encore plus même qu'avant. Mm. Parce que lui, il a vu ce que je reste Marjo. Voilà, Je reste encore plus riche de plein de choses, même si mon physique a changé. Je pense que c'est aussi les dictates de la société avec l'apparence qu'on représente. Avant, ça m'arrangeait bien en fait d'avoir ses cheveux frisés, roux. On voyait ça en premier en fait, quelque part. Tu vois, à mon œil, je faisais des ongles et tout. C'était une sorte de premier truc, tu sais, on voyait ça et on se souvenait de mm, ça. En fait, et quelque part, ça me permettait de me cacher aussi. Je pense que ça vient de ce côté-là, en fait, où et puis ça dérange parce que tu mets en avant des choses que les gens veulent pas la c'est vrai, voir, parce que c'est vrai, c'est tu vrai. remues des choses que C'est et vrai. tu sais, tu remues la ah ben là, on te rend compte, tu changes l'équilibre. Tu sais, moi je vois dans des amis et je dis ils vont souffrir, hein. Il y en a qui ont rien changé depuis le Covid. Je pense qu'il y avait beaucoup de leçons à apprendre de ce qu'on a vécu avec les confinements et tout. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont recommencé, qui vivent bien qui gagnent bien leur vie et tout, à faire les voyages, tout ça, c'est très bien. Mais par contre, comme si ça s'était arrêté, ils ont repris là où ça s'était Oui, arrêté. Et je dis, pour moi, pour moi en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une bonne connerie parce que, pour parler crûment, parce que tout a évolué, on peut plus prendre là où c'était et continuer en fait. Je pense qu'il y c'est avait ça. une introspection à Mm. faire, à comprendre au niveau écologique, au niveau et ça m'a aidé aussi à accepter mon changement à moi aussi, bizarrement, en fait. Oui, ouais, ouais, mais c'est intéressant cette question de l'identité que tu soulèves, effectivement, de la maladie et globalement tous les changements qu'on peut choisir ou subir dans notre vie. Elle remet systématiquement en question cette identité auprès des autres. Tu parlais de cette identité avec tes cheveux, avec ta féminité, avec tout ce que tu pouvais dégager, en tout cas, et qui était permis avant, qui ne le sont plus maintenant. Effectivement, peut-être que c'est trop déstabilisant pour les gens qui ont du mal à accepter le changement. C'est peut-être juste une question de ça. Et puis le côté dont tu parles là aussi, qui est ce côté de déni, en fait. J'ai vraiment ce mot en tête qui,
quand tu parles de ce traumatisme mondial qu'on a tous vécu avec le Covid, où ben il y a de nombreuses personnes qui ont subi la perte de proches sans pouvoir ni leur dire au revoir, ni leur faire un dernier câlin, voilà, une dernière embrassade, et ni de pouvoir les accompagner en fait jusqu'au caveau, jusqu'au tombeau, de façon voilà, de façon logique en fait. Ça a été extrêmement violent pour plein de gens. Et ça me... Alors, je vais vraiment parler pour moi, ça me hérisse un petit peu le poil que il y a des gens qui ont repris leur vie comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, alors que tout a été chamboulé et qu'on a été mis un petit peu, alors pas forcément devant le fait accompli, mais devant les conséquences de tous nos actes et de tout ce qu'on a pu mettre en place dans notre société quand même. Je comprends pas finalement. C'est une forme de déni qui est extrême pour moi et qui est pas saine pour le coup. Complètement. Mais après, euh, je pense que c'est ça, c'est la peur du changement, la peur de perdre ce qu'ils ont aussi. Je pense qu'il y a ce côté très matériel des choses aussi, et Mm. de se dire, bon, mais c'est bon, on continue à voir ce qu'on a, et puis on peut reprendre notre vie, alors qu'en fait, je pense que les messages, ils étaient quand même très très clairs, en fait, hein. Et d'ailleurs, ça contribue en fait à ce que ça m'a aidé, dans le sens où je pensais être seule pendant mes traitements, et finalement, tu vois, moi j'ai aussi pris le parti de me dire, putain, je suis tombée dans le confinement au moment où j'étais en plein traitement, et je me suis retrouvée 2 mois et demi et mon fils et mon compagnon, Mm. ce qui n'était pas du tout prévu en Bah oui, fait, dans ce que j'allais vivre. Je pensais être seule. Déjà, tu es isolée de base, hein. Dès que tu vis ce que tu vis, alors encore plus quand tu peux plus bouger, parce qu'à la limite, quand tu peux encore voir les autres, prendre ta voiture. Là, bon, si on vient pas me voir, c'est compliqué, ou si on m'emmène, tu c'est vois. ça. Mais là, du coup, ça a ramené quelque chose où ça a encore plus permis la communication. Je pense que c'est ça qui a aidé peut-être, ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à la mort de mon compagnon, c'est qu'on a vécu vraiment intrinsèque pendant plusieurs mois. Ça a duré quand même après, un petit peu, à la rentrée. Enfin voilà, il y a quand même eu des couvre-feux, etc. Ça a permis, mais du coup, ça a aussi éloigné d'ailleurs les amis à ce moment-là, hein. Oui, oui, bah Parce oui. que du coup, il y a aussi ça qui a fait que... Voilà. Mais je pense que c'est vraiment, bah, tu vois, pour notre exemple, le divorce, vraiment, je te jure, ça fait peur. C'est comme si, ah non, non, mais c'est comme si tu allais leur donner le truc et ça allait leur arriver, en fait. Et là, la maladie, c'est la même chose. C'est Je ça, te jure, c'est c'est ça. incroyable. Mais Incroyable. le sujet de la mort, il est aussi dans cette dynamique-là de si on en parle, ça va la faire arriver plus vite, il faut surtout pas qu'on parle de ça, machin et tout ça, alors que non, en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est quelque chose dont il faut parler maintenant pour pouvoir vivre le plus sereinement possible quand ça arrivera, si ça arrive. Et puis, enfin voilà, c'est Oui. vraiment ce que je dis, c'est que ce soit, mais même je pense d'un divorce, hein, il y a forcément des moments où, en tout cas, moi avec mon mari, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, ça nous arrive et on se demande en général, ben, comment on fait si on en arrive là? Qu'est-ce qu'on fait? Avec la maison, avec les chats, avec les chiens, avec voilà tout ce qu'on a déjà en place et qu'on a en commun, et ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Comment on Ouais. s'organise? Qu'est-ce qui serait le mieux pour chacun, etc., etc. Et en fait, c'est de la même façon que on va parler de façon très ouverte aussi de ben si jamais mon mari décède, moi je sais déjà ce qu'il veut. Voilà, il y a effectivement pas encore de contrat obsèque, mais c'est des choses auxquelles on a déjà discuté aussi. Il sait aussi ce que moi je veux si jamais je décède avant lui. Voilà, c'est ce genre de choses le fait de le savoir, de pouvoir en parler, déjà ça soulage un petit peu parce que du coup on sait que ben c'est des choses qui si on est dans l'inquiétude, si on est dans le voilà, à un moment donné où ça va pas, où on se pose des questions, etc., on sait qu'on pourra en parler avec l'autre. C'est quand même hyper important, que ce soit avec son conjoint ou avec ses parents ou avec ses enfants, peu importe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à mes yeux. Mais c'est aussi des discussions qui te permettront enfin, qui nous permettront de pouvoir vivre ces situations si elles se présentent de façon la plus sereine possible, en fait. Parce qu'on aura déjà posé des outils, posé des jalons en se disant, ben ouais, si jamais moi je décède, je veux être incinérée, c'est le discours de mon mari. Pour le reste, tu te débrouilles, je te fais confiance. C'est ok de dire ça, mais juste au moins je sais qu'il veut être incinéré.
Et moi, ça me permet aussi de me préparer, parce que j'ai jamais encore vécu ça, de dire, bah en fait, oui, il va falloir qu'un jour, je vive la crémation de mon mari. Bon, ben voilà, je le sais. Et je peux m'y préparer. Et je peux commencer aussi à savoir ben, comment on fait. Je sais aussi que mon papa a très envie d'être enterré dans son département de naissance, qui est pas du tout, qui est assez loin de celui-là là où il habite. Je sais que c'est des choses qu'il va falloir que je prépare. Il va falloir que je me renseigne pour savoir comment c'est possible, etc., etc. Donc, c'est pas... Il faut vraiment à mes yeux, arrêter d'éviter de parler des choses qui fâchent. Au contraire, plus on en parle, Oui. moins on a de chance de se fâcher pour de vrai. La communication, pour moi, c'est l'essentiel. Moi, j'ai vu, hein, rien qu'avec mon fils à l'époque où maintenant il a 17 ans, mais à l'époque où vraiment je suis rentrée dans la maladie, il était encore au Mm. collège. Et il y a eu des moments où il n'arrivait pas, il en a pleuré en cours, etc. Surtout qu'il n'y a pas de communication avec son père, donc c'est compliqué. Ah oui. Et tout de suite, c'est ben, il est comme ça à cause de la maladie. Et en fait, en discutant avec lui, non, c'est qu'il n'arrivait pas à le dire à ses amis, et il n'arrivait pas à trouver les mots. Donc en fait, en discutant, ben, il a dit, OK, je vais pouvoir le dire de cette manière-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il en a jamais eu peur, en fait, Mm. réellement, parce que j'ai toujours dit les choses, il a toujours vu ce que... Même des moments, il a vu aussi des moments où j'ai pas été bien à cause des traitements. Je pense que j'ai... Bien sûr qu'on veut rester digne, bien sûr qu'il faut pas, je suis race humaine, hein, donc il y a des moments où je veux vous montrer plus forte. Et en fait, non, c'est que il y a des moments où je me dis, mais en fait, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes, Marjorie, parce qu'il y a des choses que je peux plus faire comme avant, Mm. il faut que j'accepte. Et puis, c'est l'amour que je lui porte, je suis quand même là pour lui, d'une autre manière, mais c'est aussi fort. Je m'intéresse à lui, ça n'a pas empêché que là, il est parti à Londres, que j'ai pu m'occuper de son départ. Enfin, c'est pas parce que je peux plus me déplacer que j'ai trouvé d'autres moyens. Je te dis, ça rejoint mon chéri qui devait faire son mémoire, et ben je l'ai aidé à ce niveau-là. Tu vois, ça montre les ressources qu'on a en nous et Oui. que le physique, oui. Alors déjà, ça m'a appris que c'est pas qu'un véhicule, hein, qu'il faut prendre soin de soi et qu'il faut s'aimer. Mais ça, c'est toute l'estime de soi, c'est compliqué. Déjà, si à la base c'était compliqué, mais là, ok, il faut accepter, il faut remercier parce que je suis debout et que c'est aussi grâce à ce corps, voilà, tout ce que, puis cet entourage-là. Mais je pense que tu l'attires, cet entourage-là aussi. C'est toi de te créer aussi. Je pense qu'il y a des personnes qu'on veut garder parce que ça fait longtemps qu'on les connaît ou que tu. Et en fait, tu n'en as pas forcément besoin, en fait. Et donc, faut accepter, en fait, cette évolution-là des deux côtés, en fait. Et puis, il faut pas. Enfin, tu vois, moi, je dis pas que c'est la faute des autres. J'ai aussi ma part. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin aussi de vivre certaines choses avec certaines personnes et d'autres moments, en fait, non. En fait, voilà, c'était une expérience, ça fait partie de ta vie. Et du coup, tu passes à autre chose. Et c'est pas grave. En fait, c'est OK. Ah, En fait, exactement. je pense que le mot d'ordre, c'est la communication et l'acceptation. C'est ça. L'acceptation et la patience. Tout à fait. Pour moi, à mes yeux, il y a vraiment deux leçons qui sont vraiment importantes dans ce que tu dis. C'est à la fois le fait de ne pas mentir, surtout à ses proches, parce que ben il y a des personnes qui font ce choix-là de ne pas dévoiler leur maladie et de vivre cette maladie dans le secret pour ne pas impacter sa famille, ses proches. Bon, c'est un choix, je peux pas juger, mais à mon sens, qui plus est quand on a des enfants, les enfants ont besoin de comprendre, ont besoin d'apprendre et de savoir en fait ce qui se passe. Et le fait d'être sincère avec eux, de leur expliquer avec vos mots bien entendu, mais sans les enjoliver, sans les métaphoriser aussi. Parce que voilà, combien de fois les enfants peuvent comprendre un peu de travers parce que on a utilisé une métaphore ou une expression Ouais. d'adulte et qui du coup dans la tête d'un enfant ne sonne absolument pas de la même manière et qui du coup vont engendrer chez les enfants ben, des peurs, des craintes, des angoisses, etc. etc. et potentiellement des traumatismes tout simplement. Mais c'est aussi dans le deuil, c'est une vraie chose
qu'on peut s'offrir les uns les autres, de pas mentir sur ses émotions, de pas mentir aux enfants dans cet accueil de la mort. Et il y a une deuxième leçon dans ce que tu disais, c'est le fait de garder alors évidemment, il faut choisir son environnement, il faut en prendre soin, donc son environnement social, mais aussi son environnement physique. Il y a aussi cette notion de quand tu disais, il y a des gens qui gardent des personnes près d'elles par habitude, par défaut, et par peur aussi très certainement du changement. Si vous vous rendez compte de ça, c'est justement peut-être parce que soit vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose ou d'une situation ou de plein de choses, mais c'est surtout le moment de vous poser la question de savoir si ces personnes ou ces objets, parce que ça peut tout à fait être des objets, ne vous maintient pas dans une certaine forme de deuil ou de déni, et est-ce que c'est vraiment bon pour vous et pour votre évolution, votre bien-être, votre santé mentale, etc., de garder cette situation ou cet objet-là tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr. Je pense que tout ce que, enfin, il y a des personnes, en fait, moi je me suis aperçue notamment avec le divorce que j'avais fait construire la maison et que c'était du matériel et pourtant j'y ai mis du cœur. Et bien, en fait, quand j'ai fait le choix, je me suis rendu compte que je pouvais plus être là et je ne voulais plus être là. En fait, je m'en foutais. Je la revois cette maison parce qu'il l'a gardée pour Marc et tout ça, mon fils. Et en fait, c'est quelque chose ça m'a pas dérangé parce que c'était une autre vie et je voulais justement me débarrasser de ça pour justement avancer. Et, euh, et donc, je pense que c'est important de... Moi, je pense que le Reiki m'a aidé à ça aussi, à me dire, en fait, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie, en fait? Je suis pas à ma place, en fait. J'ai vécu, voilà, j'ai eu mon fils, mais là, là, non, mais c'est difficile, c'est la peur du changement, c'est la peur de perdre des choses, en fait, comme tu dis exactement, c'est se dire, je me rattache à quelque chose, et même si je suis pas bien, c'est une zone de confort malgré tout. C'est ça. Et en fait, les gens ont peur de changer ça, même s'ils savent que c'est pas bien pour eux, en fait. Et, euh, et pour revenir aussi par rapport à la communication, pour compléter ce que tu disais, ce qui a été important, c'est que bien sûr, j'ai parlé à mon entourage et à mon fils de tout ce que je vivais. Mais dans tous les cas, quand je vivais les traitements, quand je vivais les choses, j'étais seule face à moi, avec le corps médical. C'est-à-dire que dans tous les cas, dans ces moments-là, donc je pouvais quand même, j'ai pas tout montré. Bien sûr. Mon fils n'a pas vu. Tu vois, non, mais c'est ça. Tu vois, j'ai pu faire l'équilibre de ce que je vivais avec les traitements à l'hôpital ou même quand j'étais hospitalisée pour l'autogreffe. Et même mon compagnon, il a vu de loin, mais tout ça, je le vivais seule. En plus, en plus, à l'époque, tu pouvais pas t'accompagner. À l'autogreffe, j'avais droit à une personne, 1 heure par jour. Donc forcément, là, t'as pas le choix. Ouais, horrible. Ça fait un peu plus léger Pas en quand même même, effectivement. Pas en même temps. Donc, j'ai pas eu le droit à voir mon père et ma mère en même temps. C'était l'un ou l'autre, ils ont dû Oh faire le choix. d'accord. Et si je voyais une personne, mon chéri pouvait pas venir. Donc, en fait, je n'avais jamais. Mais en même temps, ça m'a amené ouais, ça m'a amené à être vraiment bien avec le corps médical, à m'ouvrir, et ce côté-là, en fait, ils le savent pas ce que j'ai vécu. Enfin, j'ai pu le dire, mais en fait, ça, c'est toi qui le vis avec toi. Donc, en fait, tu dis pas tout dans ta maladie. Pour moi, je dis dans la maladie, parce que c'est pas la mienne d'ailleurs. Mais quand ceux qui disent je veux pas en parler, ben, il y a déjà assez de moments où dans tous les cas, tu le vis tout seul, hein. Donc, je trouve que ça rajoutait, c'est mon point de vue, parce que comme tu dis, on n'est pas là pour juger, mais quelque part, on juge quand même toujours plus ou moins. Faut pas se leurrer, hein. On donne son avis, mais c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est surtout ça. C'est chacun fait ses Oui, choix. bien sûr. Et puis, Moi, par expérience, je pense que communiquer, c'est important, mais on n'est pas obligé de tout voilà, dire c'est ça. non Bien plus. sûr, il y a évidemment cette notion d'intimité qui est importante à prendre en compte dans tous les domaines de notre vie. C'est pas parce que on a des enfants, qu'on a un mari, qu'on doit tout, absolument tout partager avec eux. Pas du tout. On a tous et toutes besoin, à plus ou moins de niveau évidemment, et c'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment important de se connaître soi-même, et du coup d'arriver à exprimer et à poser ses limites, en fait, de dire, bah non, en fait, là, j'ai besoin de vivre cette étape-là toute seule, j'ai besoin d'avoir cet espace-là pour moi,
que personne n'envahit, c'est hyper naturel et c'est hyper normal. Et je pense, effectivement, de l'exploration et de l'acceptation de tout ça et d'arriver à faire ce travail d'expression de ses émotions, de ses limites, de ses besoins, etc. Je pense que quand ça se passe pas comme ça, c'est que l'autre personne, en fait, a une dépendance ou a des choses qu'il n'a pas réglées, forcément. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé avec mon compagnon, parce que il y a un respect des limites de C'est ça. chacun, et surtout, je crois que c'est d'accepter aussi que chacun fait, que ce soit le deuil ou autre, le fait à son rythme. Moi, j'en ai marre, pareil encore, il y a beaucoup d'injonctions, hein, il faudrait faire le deuil. Ah, mais je sais qu'il y a la mère de mon chéri qui a perdu son mari quand même. Au bout d'un an, on lui a dit, ah, mais tu pleures encore? Et elle fait, mais quoi? Mais c'est quoi quoi? Ma mère, elle a perdu ma tati, qui était une de ses sœurs Mm. vraiment très proches, puisqu'ils sont 7, mais juste avant le confinement. C'est pour ça qu'ils ont pu faire d'ailleurs, heureusement, Oui. je dis heureusement, Bah oui, oui. le, Les obsèques, oui, ouais, oui. Mm. l'enterrement, l'obsèque et tout ça avec tout le monde. Mais elle est toujours encore elle pleure Bien encore, elle sûr. a encore une nostalgie, justement parce qu'elle a un côté aux objets, ça fait partie de ce qu'elle est. Mais il n'y a pas de jugement à avoir. Je veux dire, chacun, je vois, Audric, mon compagnon, mais lui, il a avancé d'une manière, sa mère d'une autre, et sa sœur aussi, en fait. Et je pense qu'il faut accepter. Sa sœur, elle s'en est toujours pas remise, mais parce que ça a amené ça a réveillé d'autres choses qui n'étaient pas réglées. Voilà, c'est ça. Ça a réveillé d'autres. Tu vois, c'est ça, en fait, qu'il faut voir, en fait. C'est que le deuil aussi, ça, c'est la perte de la personne. C'est aussi la personne. Mais bien sûr, tu n'entends plus la voix, tu la vois plus. Donc, il y a aussi ce côté-là. Il y en a... Moi, je sais que j'ai réussi par rapport à ma tati elle était là direct. J'ai pas eu. C'était très bizarre. Les deuils. Et ma mamie est décédée, qui est ma marraine, hein, qui était vraiment pendant le confinement aussi, enfin, ou quand j'étais en traitement et tout ça. J'ai pas vécu les choses avec bizarrement, parce que je sais qu'ils m'accompagnent. Mais chacun le vit enfin, comme il peut, quoi, surtout, en fait. Et il n'y a pas de je suis fort. Face c'est de le regard des autres, encore une fois. Ça veut dire quoi être fort, quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas pleurer? C'est ça, être fort? Mais non. Moi, j'ai pleuré dans mon fils et longtemps, je me suis dit, faut pas montrer. Mais si. Des moments, je lui dis, mais en fait, là, je suis désolée. Je suis trop anxieuse, je suis pas bien aujourd'hui et je le cache pas, quoi. Et j'ai appris que ça le plombait pas non plus parce qu'on m'en parlait, en fait. Et c'est aussi sain de voir sa maman c'est pas sain de voir quelqu'un qui baisse jamais les bras, parce que le jour où elle s'écroule, il lui arrive quelque chose, et bien là, il y a une incompréhension et je trouve ça pire. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Parce que la possibilité aura pas été posée. Bah écoute, merci beaucoup. Oui, c'est pas Mais- pour... Oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Oui, Oui, ça fait 1 heure qu'on parle déjà. C'est hyper intéressant. Vraiment, je te remercie pour tout ce temps, pour tous ces partages que tu nous as offerts. Vraiment, je suis ravie. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous partager, un petit message que tu aurais aimé passer par ici? Garder l'espoir, l'amour, je crois que ça passe par l'amour avec un grand A, la collectivité, je crois au groupe et à la solidarité. Et je pense qu'il faudrait se tourner de plus en plus dans ce genre de choses et de projets qui portent, en fait, et pour moi, c'est ça l'avenir, en fait, c'est l'espoir. C'est la communauté, mais pas dans le mauvais sens du terme, en fait. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci vraiment de tout ce temps. Et merci à toi, Zoé. Merci à vous d'avoir écouté, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjorie, en dehors du podcast? Alors, je suis sur Instagram à ML thérapeute holistique, qui peut vous emmener un lien par rapport à Oui, mon je vais me site. mettre. Je suis aussi en lien avec Facebook, pareil, c'est ML thérapeute holistique, pareil. Euh, voilà, on peut me retrouver avec grand Trop bien. Et plaisir. ben écoutez, je vous invite à la rejoindre. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la description. Je crois que oui, c'est ça. Je suis en train de vérifier parce que l'enregistrement de ce podcast se fait le 8 mai
Et sa publication arrivera le 20 novembre, c'est-à-dire que Marjorie, tu es la dernière de la saison à être publiée sur le podcast. Donc on finit la saison 2 de Cœur de Lumière avec toi. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça à ce moment-là avec toi. On se retrouve quand même pour un petit bilan dans 15 jours. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.